Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une exploration un peu poétique de la nostalgie. Cet hymne au monde disparu, c'est une formule qui, je trouve, résonne en chacun de nous, n'est-ce pas? Et c'est vraiment la question qui va nous guider. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces lieux de notre enfance, ces rues, ces maisons, ces paysages qu'on a connus, continuent d'exercer une attraction aussi forte, parfois même des dizaines d'années après? C'est quand même curieux. Bon, pour commencer à y répondre, il faut d'abord, je crois, aller au cœur même de ce sentiment. On va explorer la nostalgie comme le regret d'un monde qui a tout simplement cessé d'exister, un monde littéralement disparu. Voilà la définition qui va nous servir de fil rouge. La nostalgie, ce n'est pas juste un petit souvenir agréable qui remonte. Non, c'est bien plus que ça. C'est la prise de conscience, et elle est souvent douloureuse, que le temps, il a tout changé. Les gens, les lieux. Et c'est ce constat, un peu brutal, qui transforme un simple souvenir en une sorte d'hymne à ce qu'on a perdu. Et pour ça, la citation d'Aznavour est juste parfaite. Quand il chante la bohème, il retourne à Montmartre et qu'est-ce qu'il trouve? Pas seulement un quartier qui a changé, non, il constate carrément la mort de toute une époque. Mes lilas sont morts. C'est une métaphore incroyable, c'est sa jeunesse qui est partie en fumée. Et la clé, elle est peut-être là, finalement. Le décor de notre jeunesse, le décor physique est complètement lié à cette jeunesse. C'est indissociable. Alors forcément, quand l'une s'en va, l'autre s'éteint avec. Les murs ne sont plus les mêmes parce que nous non plus. Notre regard sur eux n'est plus le même. Tout a changé. Ce qui nous amène à l'importance de ces lieux physiques. Comment est-ce qu'ils fonctionnent comme des points d'ancrage pour notre mémoire? Comment ils deviennent en quelque sorte des lieux hantés par nos propres souvenirs? Regardons deux exemples qui se répondent très bien. D'un côté, on a Chateaubriand et la vision de son château paternel complètement en ruine. Là, c'est une destruction physique du passé, c'est très visuel. Et de l'autre, on a Christian Signol. Pour lui, la douleur, elle vient pas d'une ruine, mais de la rupture, de la blessure, du départ de son village quand il avait 11 ans. Et pourtant, dans les deux cas, c'est le lieu qui agit comme un déclencheur, un catalyseur de cette mélancolie profonde. Et cette phrase de Signol, nul ne guérit de son enfance, elle est terrible et sans appel. Ce qu'elle dit, c'est que l'enfance nous laisse une marque à vie, une empreinte indélébile. Du coup, revenir sur les lieux de cette enfance, eh bien, ça ne fait que rouvrir cette première blessure. C'est un retour vers ce temps où tout paraissait encore possible. Mais attention, la mémoire, ce n'est pas qu'une question d'image, de souvenirs visuels. Loin de là. On va maintenant s'intéresser à son aspect le plus puissant, et franchement, c'est presque magique. Comment une simple odeur, une petite saveur, peut littéralement faire ressusciter tout un pan du passé. Et sur ce sujet, évidemment, on pense tout de suite à Marcel Proust qui a décrit ça de façon magistrale. Il explique que même quand tout le reste est détruit, quand les gens sont morts, que les choses sont cassées, il reste deux sens, l'odorat et le goût. Ils ont l'air plus fragiles, mais en réalité, ils sont bien plus tenaces. Et ce sont eux qui peuvent porter l'édifice immense du souvenir. C'est magnifique. Et bien sûr, l'exemple le plus célèbre, c'est sa fameuse madeleine. Une simple bouchée de madeleine trempée dans son thé, et hop, ce n'est pas juste un souvenir qui revient à la surface. Non, c'est un monde entier qui ressuscite. Tout son village d'enfance, combré, avec la maison, le jardin, les rues, tout. Tout ça renaît à partir d'une seule sensation. C'est ça, la puissance incroyable de la mémoire involontaire. Et attention, ce n'est pas une lubie de Proust. On retrouve ça chez d'autres auteurs. Pour Christian Signol, par exemple, ce sont les odeurs du savon de Marseille et de l'eau de Cologne qui, d'un coup, font réapparaître la présence de son grand-père. Ces sensations, elles sont restées intactes, elles n'ont pas bougé. Et elles agissent comme des sortes de portails temporels. Finalement, tout ça, ça nous ramène à la source, au cœur du problème de la nostalgie. Notre totale impuissance face au temps qui passe, qui fuit et qu'on ne peut absolument pas retenir. Et ce vers de Lamartine, «Ô temps, suspends ton vol», c'est plus qu'un poème, c'est un cri universel. C'est ce désir qu'on a tous de temps en temps de pouvoir appuyer sur un bouton pause, de figer un moment de bonheur parfait pour qu'il dure toujours. Un désir complètement fou, bien sûr, et impossible à réaliser. Alors, comme il ne peut pas arrêter le temps, le poète y trouve une autre solution. Il se tourne vers la nature. Il demande aux choses qui, elles, semblent éternelles, les rochers, les grottes, les forêts, de garder la mémoire pour lui. Il leur confie ses souvenirs. La nature devient alors une sorte de gardienne, de témoin silencieux de ce qui a été. Et il conclut avec cette métaphore d'une clarté redoutable. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. En gros, on est des voyageurs paumés sur un fleuve qui n'a pas de fin, pas de rive où accoster, pas de port où se reposer, on est juste emporté par le courant.
Et c'est précisément cette condition, cette absence de contrôle qui nourrit la nostalgie. Mais et si la nostalgie, ce n'était pas juste un sentiment triste? Si ce n'était pas que ça? Pour cette dernière partie, on va essayer de changer un peu de perspective. Et si on la voyait plutôt comme une quête? Une quête d'identité. En fait, on a deux façons de voir les choses. D'un côté, on peut voir la nostalgie comme une simple tristesse, le regret un peu stérile d'un paradis perdu. Ok. Mais de l'autre côté, et c'est une vision beaucoup plus intéressante, je trouve, on peut la voir comme une véritable force, une pulsion qui nous pousse à chercher nos racines, à comprendre d'où l'on vient pour mieux savoir qui on est aujourd'hui. Saint-Exupéry, lui, a trouvé une formule magnifique pour ça. Il parle du désir d'on ne sait quoi. C'est très juste. Ce n'est pas le désir précis de retourner en 1992 ou de revoir telle personne. C'est une aspiration plus floue, plus profonde, presque mystérieuse, qui est directement liée à nos racines, à ce qui nous constitue au fond. Ce qui nous laisse avec cette question, pour finir. Et si, au fond, la nostalgie, ce sentiment qu'on voit souvent comme une simple mélancolie un peu passive, n'était pas du tout un regard en arrière, mais plutôt une boussole intérieure qui, justement, parce qu'elle pointe vers nos racines, vers notre passé, nous aide en fait à trouver notre cap dans le présent. C'est une idée qui, je pense, mérite qu'on s'y arrête un instant.